Bonjour à tous et bienvenue autour de votre grande table du lundi. L'Ukraine en guerre, la Russie en perdition. Le désastre ukrainien provoquera-t-il un réveil des consciences en Russie ? À partir de 12h55, rendez-vous avec André Markovitch, le traducteur de Dostoïevski, de Gogol, de Tchekhov. Il aimerait bien y croire à ce réveil. Il est l'invité aujourd'hui de la grande table des idées. Il nous dira comment ce qui se joue aujourd'hui peut être l'occasion d'un sursaut prochainement. Mais d'abord, 25 ans après son film Hommage à Louis Feuillade et au cinéma, Irma Vep revient en 8 épisodes. Une série produite par HBO et diffusée en France sur OCS City à partir de demain, avec la Suédoise Alicia Vikander en Lara Croft. On l'avait connue dans Tomb Raider en 2018. Elle revient ici en héroïne d'Olivier Assayas, notre invité jusqu'à 12h30. France Culture, la grande table, Olivia Gesbert. En 1996, Maggie Cheung, star du cinéma hongkongais, prend le risque d'un film d'auteur français. Elle accepte de tourner sous la direction de René Vidal, Jean-Pierre Léaud, un remake des Vampires, film muet en noir et blanc de Louis Feuillade en 1915. Petit à petit, l'actrice se prend à son propre rôle et saute sur les toits de Paris pour devenir la plus belle vamp du cinéma français. You know, when the TV came to me and asked me to make a remake of Les Vampires, I think they are out of their mind. Why asked me to do Les Vampires? Feuillade did it in 1915, very simple and magic. Why to it? Et oui, why to do a remake, on a presque envie de parler le même anglais que Jean-Pierre Léaud dans cet extrait d'Irma Vep, le film de 96. 25 ans plus tard, Olivier Assayas, notre invité, retrouve Irma Vep en 8 épisodes d'une heure, avec au casting de cette production bilingue Alicia Vikander, Vincent McCain, Jeanne Balibar, Nora Hamzaoui, Lars Heidinger ou encore Vincent Lacoste. Bonjour Olivier Assayas. Bonjour. Alors la question est simple, mais la question mérite d'être posée. Pourquoi reprendre Irma Vep 25 ans plus tard ? Pourquoi ce remake du remake ? D'abord, c'est pas un remake. Pour moi, c'est un film d'une nature complètement différente, ne serait-ce que du fait de sa durée et de son budget. Quand je fais Irma Vep en 96, c'est un micro-film expérimental. Quand je l'écris, je me dis personne n'en voudra, personne ne voudra financer un truc pareil, et j'ai été parfaitement lucide, parce que de fait, personne n'en voulait, à part Canal+, qui nous ont donné, enfin, je crois, le minimum absolu, mais avec ce minimum, ça a suffi pour tourner 4 semaines en 16 mm et dans des conditions assez drastiques. Donc aujourd'hui, je fais un film où d'une certaine façon, qui prend ses racines dans ce film qui a été écrit en 9 jours et tourné en 4 semaines. Pour faire un film de 8 heures qui déploie ces thèmes qui sont à la fois ceux du visible et de l'invisible, ceux de la drôlerie, des paradoxes et des drames, des tournages de films, qui racontent quelque chose aussi sur la situation du cinéma d'aujourd'hui, et disons que le budget que me donne HBO pour faire ce film, qui est un film américano-français, enfin franco-américain, je ne sais pas comment le définir, mais enfin en tout cas d'une nature très unique, très particulière, ça me permet de déployer des choses que j'aurais été incapable de déployer à l'époque pour des raisons ne serait-ce qu'économiques. Et puis surtout, ça me permet peut-être de construire une sorte d'objet qui à la fois observe le cinéma, mais observe aussi le monde, observe la transformation du cinéma, mais également la transformation du monde, et avec des personnages qui sont, je crois, approfondis, fouillés, etc. Et donc, du coup, j'aime bien l'idée d'un Irma Vep d'origine, qui serait peut-être quelque chose qui serait écrit en vers, qui serait une sorte de recueil de poèmes, et que j'aurais transposé en une sorte de gros roman où tout ce qui était en potentiel est devenu véritable, est devenu réel. Donc Irma Vep avait encore quelque chose à nous dire 25 ans après. Disons que Irma Vep, le personnage inventé par Louis Feuillade, mais aussi par Musidora, qui était la comédienne qui a interprété ce rôle et qui a joué un rôle non négligeable dans son invention,
d'une manière ou d'une autre, cette espèce de ce personnage mystérieux en collant noir qui rôde dans les couloirs d'hôtels, les toits de Paris, c'est une sorte de fantasme, mais c'est un personnage qui traverse l'histoire du cinéma, mais qui s'est manifesté pour la première fois dans le serial de Louis Feuillade en 1916. Qui était qui a fasciné, passionné les surréalistes. Louis Aragon a écrit des choses admirables là-dessus, en particulier cette chose qui est très puissante, très profonde, très belle, où la série, le serial de Feuillade sortait un épisode tous les 3 semaines, tous les mois, entre la fin de 1915 et le début de 1916, c'est-à-dire pendant la Première Guerre mondiale. Et il y a une beauté qui est liée au fait que ce personnage, qui est un personnage qui a une charge érotique, enfin, d'une certaine façon, était en fait la dernière image, le dernier fantasme qui est habité beaucoup des soldats qui sont morts sur le front en 14. Et donc Aragon écrit un très beau texte autour de cette idée-là, et qui, je crois, m'a beaucoup marqué, parce que je me suis dit, au fond, oui, en effet, le personnage d'Irma Vep dépasse le cinéma, sort du cinéma, et ce personnage qui naît à cet endroit-là résonne à travers toute l'histoire du cinéma jusqu'à moi. Et c'est là où, d'une certaine façon, je me prends à mon propre piège, parce que d'une certaine façon, je deviens moi-même, en ayant fait Irma Vep en 96, je deviens un des protagonistes de cette histoire. Et donc, je suis obligé d'exister dans mon propre film. Donc, il y a mise en abîme quand même aussi dans cette reprise d'Irma Vep. Vous y trouvez votre place un peu autobiographique. Oh, Mira, I have some bad news for you. I'm never happy. I tried happiness, but it's just not for me. Okay, so let me put it this way. Is everything going according to plan? There is no plan. No plan. No, I hate when there is a plan. My job is to screw the plan. Maybe I can help you with that. L'âge venant, le bonheur, c'est toujours pas pour vous ? Vous n'êtes pas fait pour ça? Si, vous commencez à le trouver? Non, mais non, je suis tout à fait. J'ai pas à me plaindre de ma vie aujourd'hui, même en cherchant bien. C'est Vincent McCain qui joue le rôle dans cette Irma Vep en 8 épisodes, qui joue le rôle de René Vidal. Non, je ne suis pas René Vidal. Et René Vidal est quelque part à mi-chemin entre Vincent et moi, et puis surtout c'est un personnage de comédie. Voilà, vous en jouez, c'est ça qui est drôle aussi. Il est un peu dépressif, hypocondriaque, égocentrique, perfectionniste, ce René Vidal devant votre caméra, touchant et exaspérant à la fois, surtout pour ses producteurs en tout cas, qui peinent à faire assurer le tournage avec ce personnage un peu cyclotimique quand même. Un peu ingérable. Un peu ingérable à la tête de cette production. Vous vous amusez avec vos travers aussi. Vous aviez quand même peut-être envie de retrouver une part de vous dans l'écran, ou en tout cas vous étiez prêt à l'accepter 25 ans plus tard. Il y a quand même une prise de risque dans cette reprise, déjà parce que vous mettez plus de vous, en tout cas plus directement que dans les précédents films que vous avez montrés, tournés. Et il y a aussi que ce petit film que vous évoquiez, Irma Vep, à l'époque, film expérimental, tourné avec 3 bouts de chandelle, a été un grand film dans la filmographie d'Assayas. Reprendre ce film, ce rôle, et vous injecter presque dedans, c'était un peu plus risqué que ça n'en a l'air. Hein. Bah, c'était oui, mais d'une certaine façon. Alors, si vous voulez, oui, c'est risqué. Enfin, c'est risqué. L'Irma Vep d'origine existe et continuera à exister tel que. Et c'est vrai que c'est un film qui a fait connaître mon travail au résultat dans le monde entier. Hein. Il est sorti partout. Il continue encore à vivre sa vie aujourd'hui. Donc c'est devenu une sorte de film culte, enfin d'une certaine façon, mais j'ai envie de dire que c'est presque en même temps une sorte d'algorithme qui me permet de prendre le pouls du cinéma et du temps présent. C'est-à-dire que d'une certaine façon, le temps ayant passé, je peux faire un Irma Vep utilisant les mêmes personnages, les mêmes éléments, mais qui n'auraient littéralement rien à voir. Enfin, rien à voir, et qui en tout cas me permettrait d'explorer des questions qui sont celles qu'on se pose quand on pratique le cinéma aujourd'hui, ou des questions qu'on se pose tout simplement
simplement devant la transformation du monde telle qu'elle se présente à chacun dans un monde qui est aujourd'hui en plein bouleversement. La question du cinéma n'est qu'une question accessoire, mais enfin, moi, je prends la transformation du monde à travers le prisme qui est celui que je connais le mieux, qui est celui du monde du cinéma. Vous l'aviez pris dans Double Vie juste avant, à travers l'arrivée du numérique dans le monde de l'édition. Hein. Voilà, donc c'est ces différents secteurs que vous explorez aussi. Et cette fois, c'est le vôtre, le cinéma. Oui, et surtout, disons que les questions qui se posent aujourd'hui au cinéma sont bien différentes de celles qui se posaient quand j'avais fait Irma Vep. Et en particulier, bon, je veux dire, moi, j'ai vécu toute ma vie dans le cinéma, autour du cinéma, d'une manière ou d'une autre, journaliste, scénariste et puis réalisateur. Ce monde bouge. Il est en train de se métamorphoser. On a du mal à en saisir la totalité des paramètres. On a du mal à saisir, même quelquefois par les mots, ce qui est en train de se passer, parce que le financement change, parce que le public change, parce que les modes de diffusion changent. C'est une révolution qu'on n'aurait pas pu, dont la profondeur, dont l'effet de séisme était inimaginable il y a encore quelques années. Donc oui, moi ça m'a. Enfin, au fond, le cinéma, il sert aussi à regarder le monde. Et donc, moi, j'essaye d'abord d'utiliser un moyen que je n'ai jamais utilisé, un format que j'ai jamais utilisé, qui est celui de la série. Hein, c'est-à-dire que j'ai fait Carlos, c'était long. Carlos, c'était oui. Enfin, disons qu'en même temps, il pouvait se voir en une seule fois. Quoi. Carlos, il y a plein de pays où il est sorti dans sa version intégrale de 5h30 avec un entracte, etc. Et puis c'était pas là c'est quand même 8 fois 1 heure. C'est diffusé en tant que série sur HBO, qui est en fait un des meilleurs endroits où travailler quand on pratique ce format-là. Je me mettais en danger. Je crois, encore une fois, en faisant quelque chose que je ne sais pas faire. Je dis ça un peu, je répète toujours ça après à chaque film que je fais, et au fond c'est ce qui m'intéresse, c'est de faire des choses que je ne sais pas faire, c'est de découvrir des formats que je ne connais pas. Et là il s'agissait, alors parce qu'on parle de choses sérieuses, le monde, le cinéma, ceci, cela, mais enfin en réalité c'est aussi une comédie, c'est avant tout une comédie, et donc le fait de faire quelque chose qui ait cette énergie-là et qui tienne la distance, c'est un défi. Et en réalité, je me suis, avec les acteurs, on s'est beaucoup amusé à faire cette série. Vous pensez cette série, vous l'écrivez en plein confinement. Au même moment, vous signez chez Gallimard un court tract dans cette collection que Gallimard a pensé comme des textes manifestes, le temps présent du cinéma, où vous réfléchissez au bouleversement qui touche le secteur. Et vous écrivez, c'est contre le cinéma que le cinéma doit se faire. En particulier, s'il veut, au sein du nouveau monde des images, incarner le plus précieux, le plus vital, la liberté de penser, d'inventer, de chercher, d'errer et de se tromper. En somme, d'être l'antidote. Est-ce que Irma Vep, la série, c'est l'antidote ou une partie, quelques gouttes de l'antidote? Je ne sais pas, c'est à vous de me le dire. C'est sûr que j'ai écrit ce texte, effectivement, qui est pas un manifeste, mais enfin, disons, qui est une sorte de point, comme une manière de faire le point, quoi, que je l'ai écrit en me disant, j'ai envie de savoir, j'ai l'impression, je me reconnais pas dans ce qui s'écrit et ce qui se pense autour du cinéma. C'est pas que ça m'intéresse pas, c'est que littéralement, la plupart du temps, je comprends littéralement pas de quoi les gens parlent. Donc, je me dis, à force, peut-être, ça serait bien que je mette sur le papier ce en quoi je crois moi et ce que je comprends de l'évolution ou de la transformation du cinéma. C'est un texte qui a été publié après le confinement.
premier confinement, j'entends, et publié après. Donc, par un peu évident. Je pense que si je l'avais écrit après le premier confinement, j'aurais parlé aussi de la désertification des salles et de la façon dont l'économie du cinéma a été transformée par la pandémie. Enfin, on peut pas s'y aveugler. Ça, c'est un des facteurs principaux auxquels on a à faire face. Mais oui, j'ai eu besoin il y a un moment donné où j'ai effectivement eu besoin de faire le point pour comprendre en quoi les repères de la cinéphilie ne me convenaient plus. Ils m'ont jamais vraiment convenu en réalité. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui s'est sclérosé autour dans l'idée de cinéphilie et qui empêche le cinéma de progresser et d'être perçu et d'être compris pour ce qu'il est, c'est-à-dire un outil effectivement d'exploration du monde dans toutes ses strates, dans toutes ses complexités, dans toutes ses contradictions. Et donc oui, j'ai mis en application quand j'ai fait Irma Vep les idées que j'avais d'une certaine façon éveillées en écrivant ce tract Gallimard. Et vous le faites donc dans une époque où l'économie du cinéma a complètement changé, avec des grandes mutations qu'on a commencé à évoquer. L'équipe du film discute d'ailleurs à un moment dans la série, épisode 2 ou 3 de mémoire, l'équipe du film discute de l'avenir du cinéma et de la menace que représenteraient ou pas, entre autres, les plateformes. Tout a changé et rien n'a changé en même temps. Le cinéma, depuis l'origine, c'est du contenu. Nous rappelez-vous aussi, et c'est le cas. Le réalisateur, il refuse cette appellation de série. C'est intéressant parce que comme lui, vous n'opposez pas film et série, mais cinéma et industrie. La différence, elle est là sur cette notion de contenu entre les deux ? Absolument. Parce que sinon, on en viendrait à des choses absurdes. Dans ce cas, il faudrait dire qu'un film qui fait 2 heures, 2 heures et demie est du cinéma, tandis que le même film déployé sur 8 heures n'en serait pas, quoi. Du coup, tout d'un coup, la question entre le cinéma et le non-cinéma serait la durée, ce qui serait extrêmement injuste vis-à-vis de La Maison des Bois de Maurice Pialat, Fanny Alexandre, ou Scène de la vie conjugale d'Ingmar Bergman, ou Twin Peaks de David Lynch, qui, à mon avis, sont non seulement du cinéma, mais au fond du cinéma au carré, et je parle même pas des chefs-d'œuvre du cinéma muet comme Napoléon, comme La Roue, enfin les grands films d'Abel Gance, et ainsi de suite, ou Naissance d'une nation de Griffith, ou enfin ce que vous voudrez. Donc, ce que je veux dire, donc d'une certaine façon, pour moi, la durée n'est pas une problématique, ne fait pas partie de la problématique cinéma versus quelque chose qui d'une autre nature, qui serait la série. Je suis parfaitement convaincu, par contre, que ce qui relève du flux, ce qui est fait pour nourrir le flux selon une pensée qui est une pensée algorithmique, ressemble beaucoup moins au cinéma qu'un film qui est fait avec 3 centimes dans un coin et qui serait le cinéma indépendant dans ce qu'il peut avoir de plus audacieux et de plus radical. Voilà, alors retour au cinéma des origines, on l'évoquait avec cette mise en abîme, ce remake du remake, vous semblez en permanence nous interroger, vous interroger, s'interroger, débattre sur l'avenir du cinéma, c'est bien, mais qu'il est bon de se souvenir d'où l'on vient, rappelle aussi cette série que vous signez, Olivier Assayas, et qui est à voir à partir de demain sur OCS City. Alors ce n'est tellement pas nouveau, tout ça, ce qui se joue à travers ce contenu, à travers cette manière de sérialiser ou de feuilletonner, parce que Feuillade déjà, lui aussi feuilletonnait, vous nous l'avez rappelé, cette forme insufflée par le roman, puisqu'à l'origine aussi tout est littérature. Ce n'est tellement pas nouveau que le film Les Vampires de Louis Feuillade de 1915, que votre réalisateur veut adapter au plus près, le plus fidèlement possible, ce feuilleton de Louis Feuillade à l'époque, et ça crée parfois des tensions avec ses acteurs qui aimeraient bien mettre un tout petit peu leur patte à l'ouvrage. Il manque une scène pour exprimer le deuil de Philippe. Vincent était l'amour de sa vie, c'est pour ça qu'il va traquer les vampires. C'est sa motivation. Mais écoute, on a très bien compris tout ça, y a pas besoin de scène là, enfin. Mais non, sans cette scène, c'est incohérent. Mais écoute, je suis navré, mais la personne qui dit ce qui est cohérent ou pas sur ce plateau, c'est moi. Voilà. Mais j'ai besoin d'une motivation. Edmond, la prochaine fois que je t'entends prononcer, ne me touche pas. Ne me touche pas, parce que là, vous m'énervez, là. La prochaine fois que je t'entends prononcer le mot motivation, je t'étrangle. De mes mains.
Est-ce qu'on arrive à se plonger aussi dans la fabrique du cinéma de Louis Feuillade? Est-ce que tout était déjà très écrit à l'époque pour du cinéma Ah non, muet ou est-ce que non, c'était non. vraiment le cinéma en train de se faire Non, et vous avez reproduit ça? non, alors non, là j'ai eu les pires difficultés avec ça parce que j'avais écrit, j'ai écrit le scénario en insérant dans chaque épisode des moments où on revenait à Feuillade, hein, parce que j'aimais bien faire résonner ce qu'avait fait Feuillade avec la façon dont on pratique le cinéma aujourd'hui. Et les acteurs passent leur temps à revoir les scènes pour pouvoir s'inspirer au mieux, être au plus près du film de Louis Feuillade. Voilà, c'est-à-dire d'en retrouver l'âme, et comme j'ai envie de dire, ça symbolise un peu l'âme du cinéma, et que chacun est à la recherche de cette âme, et essayer d'en retrouver le chemin, aussi difficile soit-il. Mais c'est là où je me suis heurté à quelque chose d'inattendu, qui était que mes amis et partenaires de HBO, quand je leur envoyais les épisodes, me disaient mais on n'y comprend rien, cette histoire au film de Feuillade. Et effectivement, moi je me suis replongé dans les épisodes de Feuillade, et je me suis rendu compte en réalité que c'était vraiment la beauté du film de Feuillade, c'est qu'il l'inventait au jour le jour, sans se préoccuper de contradictions, sans se préoccuper de logique dramaturgique, etc. C'était quelque chose c'était l'inconscient qui parlait. Et je me suis rendu compte que ce que j'aimais dans Feuillade, c'est que c'est l'inconscient qui parle et qu'il est en train d'inventer au jour le jour une œuvre qui se déploie, et il y a une grande beauté là. Ah, ça se pitchait quand même à l'époque, non? Le film de Feuillade, vous leur avez dit quoi à vos partenaires de HBO? C'est l'histoire du grand vampire non, mais j'étais un peu obligé de. Mais ils avaient pas tort de me dire on a besoin de comprendre ce qui se passe chez Feuillade. Mais du coup, j'ai été obligé de reconstruire, de reconstituer, d'aménager Feuillade pour que ça soit intelligible. Feuillade, en réalité, il avait Musidora le raconte, dans ses poches des bouts de papier dans lesquels il avait griffonné une idée de scène, et il la partageait à la dernière minute avec ses collaborateurs, et c'était en vrac, et il se posait pas du tout des problèmes de continuité. Chaque épisode repartait de zéro, et dans le processus, même ce qui précédait partait à la poubelle, et ça effectivement ça n'a pas été la dimension la plus simple pour moi, mais c'est en même temps, j'ai essayé de protéger autant que je pouvais ce qui m'importait le plus, qui était encore une fois la forme de liberté absolue de l'imagination qui détermine, en particulier chez Feuillade, mais souvent dans le cinéma muet en général, la manière de raconter les histoires. Musidora, on l'écoute en 1945. Le travail qu'on me demandait était fort simple. J'étais la vampe, première vampe du monde, sous le titre d'Irma Vep, anagramme de vampire. Je n'avais qu'à me laisser tomber d'un toit du 8e étage sur le trottoir une corde à la taille, passer sous un véritable train pourvu de 45 wagons pour le moins, tomber dans une trappe de 2 mètres de haut, bien certainement sur un matelas, recevoir un coup de pistolet chargé à blanc, mais qui blessait néanmoins, sauter d'une auto en marche et me faire écraser sur l'asphalte par une énorme Peugeot, bras et jambes ficelés et sans défense. Tout cela, dirigé par la voix encourageante de Feuillade, teintée d'un léger accent du Midi pour me faire croire que c'était une blague, sans doute une galéjade. On risquait sa vie tous les jours, mais on s'amusait. Et on la gagnait, cette vie. Quel prix elle prenait à nos yeux. Oui, j'ai bien fait partie de la belle époque. La belle époque de Musidora. C'est très émouvant parce que en fait, elle dit tout ce que je voudrais dire dans le film, c'est-à-dire on s'amusait. Et qu'aujourd'hui, il y a un tel esprit de sérieux, quoi, quelquefois dans la pratique du cinéma, que ça me déprime, parce que je pense que le cinéma, il est fait, il doit rester enfantin, il doit rester, il doit protéger ce plaisir à le pratiquer, et aujourd'hui, ça s'use, ça se perd à mesure que l'économie dicte sa loi, et
ses conventions. L'économie n'est pas que, il y a des changements aussi, des changements sociétaux. D'ailleurs, tout a changé, l'économie du cinéma, mais vous aussi, nous aussi. MeToo est aussi passé par là, le mouvement qui a marqué les rapports hommes-femmes au cinéma, y compris sur les plateaux de tournage. Le réalisateur, on le voit dans votre série, reste à distance de sa muse. Elle hésite à un moment à monter, prudente, un peu gênée, de discuter avec lui dans son appartement, alors qu'il est en peignoir, caleçon, un peu comme une âme en peine. Mais enfin, ça ne se fait plus de nos jours. Et puis, c'est une héroïne d'aujourd'hui. Chez Feuillade, on le disait, l'avant, c'était Musidora, puis Maggie Chang, qui devient Irma Vep dans votre film, puis cette fois, la Suédoise Alicia Vikander, star hollywoodienne depuis Tomb Raider, qui devient Mira Irma dans la série. Elle est cette fois bisexuelle, elle voit sa vie privée étalée sur les réseaux sociaux, elle l'accepte comme une règle du jeu de la célébrité. C'est vraiment une Irma Vep de 2022, votre héroïne aussi. Oui, disons que moi, qu'il y a deux choses sur lesquelles je savais que j'allais être pas contraint, mais dont il allait de soi qu'elles allaient faire partie du film, y compris même si elle ne faisait pas partie de la façon dont j'ai imaginé le film initialement. Il y a deux choses qui se sont invitées. L'une, c'est évidemment ce que vous décrivez sur la façon dont MeToo et la relation en général entre les hommes et les femmes a évolué au cinéma ces derniers temps. Et simultanément, j'ignorais que j'allais être moi-même happé par mon propre film, c'est-à-dire j'ignorais que du fait d'avoir fait Irma Vep il y a 25 ans, je fais partie de l'histoire d'Irma Vep, je fais partie de cette histoire du cinéma en pointillé, etc. Donc du coup, vous avez dit tout à l'heure que c'est le film que j'ai fait où sans doute je me représente le plus et avec le plus d'impudeur, etc. C'est parfaitement exact, mais c'était pas prévu comme ça. Mais il y a un moment donné où je me suis rendu compte que je ne pouvais pas faire autrement. J'étais obligé, à partir du moment où j'évoquais le tournage de mon film antérieur Irma Vep, de rajouter ce qui pour moi appartient à son histoire, c'est-à-dire ma vie personnelle. Voilà, alors vous connaissez les codes de la série Olivier Assayas, même si vous en regardez pas ou peu, et notamment les fameux cliffhangers de fin. Vous jouez avec dans cette série. Au bout d'une heure, il y a comme des tableaux presque de cinéma muet qui apparaissent et qui teasent, comme on dit encore en reprenant ce jargon anglo-saxon sur l'épisode d'après. Il y a toute cette liberté formelle et narrative dont vous jouez dans l'écriture de ce format long, de cette série ou de ce film en 8 épisodes, votre Irma Vep. On va donc terminer parce que l'heure a passé sur ce Coming Next, et le Coming Next c'est demain sur OCS City pour ceux qui ont accès à voir le premier épisode de Irma Vep, votre série Olivier Assayas. Merci beaucoup, à suivre. Merci beaucoup à vous. Merci.